Je dirais pour commencer que derrière son apparente simplicité et son évidente urgence, le thème proposé par les organisateurs de ce cycle de conférences, le passé et l'avenir du livre, recèle deux pièges dangereux pour un historien. Tout d'abord, croire que la connaissance du passé permet de prévoir, ou encore plus de prédire, l'avenir. Le constat des discontinuités qui existent entre des situations historiques et, d'autre part, les pronostics erronés qui ont jalonné les discours historiens suffisent à dissiper une telle illusion. Donc n'attendez pas de moi que je vous dise quel sera, en toutes ses probabilités, le futur du livre. Ensuite, le deuxième piège est celui qui nous conduit à penser que le livre a toujours été ce qu'il est pour nous, aujourd'hui, et dans notre monde occidental. Cette discontinuité des situations ou des configurations historiques que j'évoquais est aussi une discontinuité entre des objets qui peuvent être désignés par le même mot, par exemple livre, et qui pourtant ont des formes, des structures, des contenus, des significations, des statuts tout à fait différents. Le livre, pour nous, est un objet constitué de feuillets, de pages enserrées à l'intérieur d'une reliure ou d'une couverture. Il suppose, impose ou permet certains gestes, certaines pratiques. Par exemple, une relation du corps avec cet objet écrit qui peut être posé ou tenu, qui peut être lu attentivement ou simplement parcouru, qui peut être feuilleté ou consulté. Et surtout, c'est un point essentiel, je crois, pour le propos de ce soir, le livre tel que nous l'entendons associe étroitement un objet spécifique, différent d'autres objets de la culture écrite, la lettre, le journal, le périodique, l'archive, associe à cet objet différent d'autres supports de l'écrit une œuvre ou un ensemble d'œuvres, ce que nous désignons immédiatement lorsque nous demandons à quelqu'un s'il a lu le livre de. Et cette œuvre contenue dans un objet, ou cet ensemble d'œuvres contenues dans un objet, est référé à un ou plusieurs noms propres, le ou les noms d'auteurs. On a là un ensemble de traits qui définit spontanément, immédiatement le livre tel que nous pouvons le percevoir et tel que nous le manions. Mais le rouleau de l'Antiquité était aussi un livre, et pourtant sa forme matérielle, son organisation textuelle, la relation du lecteur, à commencer par la relation du corps du lecteur avec l'objet, était radicalement différente. Un rouleau n'a pas de page, on ne peut pas l'indexer, il ne se feuillette pas, et il suppose une totale mobilisation du corps du lecteur qui doit le tenir à deux mains s'il veut le lire. De même manière, le livre manuscrit, celui du Moyen-Âge, tel qu'il apparaît à partir des premiers siècles de l'ère chrétienne et que nous nommons codex, présente une forme qui, en première approche, pourrait paraître infiniment plus proche, et elle l'est, du livre moderne. C'est un livre qui est constitué de feuilles, de parchemin ou de papier, pliés en cahiers, associés à l'intérieur d'une même reliure, et qui propose au lecteur des feuillets, et sur chaque côté de ces feuillets, des pages. Mais pour autant, la discontinuité existe et est forte, puisque ce n'est que très tardivement, au XIVe ou dans la première moitié du XVe siècle, que pour des textes écrits en langue vulgaire, ou pour des textes en latin mais qui n'appartenaient pas au répertoire canonique du droit, de la théologie ou des œuvres de savoir, ce n'est qu'à ce moment-là que cette unité de laquelle je parlais, un objet, une œuvre, un nom propre, que cette unité s'est constituée contre une forme de livre qui, si morphologiquement, du point de vue matériel, est assez semblable à celle qui succédera à l'invention de Gutenberg, du point de vue de son contenu, est toute différente, puisque c'est la forme du recueil, du miscellané, de ce que les Italiens appellent libro di Baldone. Examiner le passé et l'avenir du livre, comme on m'y invitait, exige donc, en premier lieu, de prendre conscience de cette discontinuité des formes qui supportent l'écrit, même lorsque, ou surtout lorsque, elles sont désignées par le même mot, un livre. Et cet examen suppose aussi de s'interroger sur les effets de ces formes successives du livre, entre guillemets,
pour une histoire de longue durée des pratiques de lecture. Et pour moi, c'est seulement à partir de cette perspective historique qu'il est possible, non pas de dire l'avenir, j'ai écarté cette tentation d'emblée, mais de situer plus justement, plus adéquatement les mutations du présent, en les situant à distance des discours qui souvent les recouvrent. D'un côté, les discours des prophètes enthousiastes qui annoncent l'entrée immédiate, universelle, dans un nouvel âge de la communication, supposé bénéfique en lui-même, dans un âge sans livres, sans bibliothèque, et de l'autre côté, les discours des nostalgies, de ces nostalgies ou mélancolies éplorées qui considèrent que la disparition de la culture écrite, la fin du livre ou la mort du lecteur sont les conséquences inéluctables de la révolution du texte électronique, de la révolution du numérique. Entre ces discours qui occultent plus qu'ils ne désignent les mutations du présent, j'aimerais situer cette conférence face à eux et en confrontant deux moments historiques qui sont deux moments de mutation technique et culturelle de la culture écrite, qui transforment la relation des hommes et des femmes des sociétés occidentales à l'écrit, c'est-à-dire la mi-15e siècle, avec l'invention de l'imprimerie, et d'autre part, notre XXe siècle finissant. On pourrait, dans la discussion, considérer que des temps de mutation antérieurs ou intermédiaires à cette confrontation entre deux moments. Je l'ai choisi puisque dans les discours les plus immédiats, ceux des médias, ceux de la presse, très souvent la tentation est de comparer la révolution ou les mutations du XXe siècle avec la révolution ou la mutation du XVe siècle et de poser un parallèle entre l'invention de l'imprimerie et l'invention de la textualité électronique. Et j'aimerais montrer que ce parallèle peut être légitime, mais qu'il n'est peut-être pas totalement adéquat à la situation présente. Alors, examinons d'abord le plus évident, c'est-à-dire les effets sur les pratiques de lecture de cette mutation bien connue de tous qui, au milieu du XVe siècle, dans la décennie 1440, avec l'invention de Gutenberg, transforme les modes de reproduction des textes et de production du livre, puisque, avec les caractères mobiles et d'autre part la presse à imprimer, la copie manuscrite n'est plus le seul recours pour assurer la multiplication et la circulation des textes. Et bien entendu, l'on doit considérer les effets de rupture que produit cette invention. D'un côté, elle abaisse les coûts de fabrication du livre, puisque le coût de fabrication est réparti sur tous les exemplaires d'un même tirage et non pas simplement sur chacun des manuscrits. Et d'autre part, elle abrège la durée de fabrication de la reproduction devenue mécanique du livre, qui demeurait long au temps du manuscrit malgré des innovations techniques qui avaient permis de copier plus rapidement, cahier par cahier. Donc le même livre pouvait être copié en ses différentes parties par différents copistes au même moment, ces innovations qui avaient marqué le monde des universités au XIVe siècle. Bon, il est donc clair que l'invention de Gutenberg assure une circulation des textes à une échelle impossible auparavant. Chaque lecteur peut avoir accès à un plus grand nombre de livres, chaque texte peut atteindre un plus grand nombre de lecteurs. Et de plus, la reproduction mécanique des textes permet une reproduction à l'identique ou presque à l'intérieur d'une même édition du texte, ce qui transforme les conditions mêmes de leur transmission et de leur réception. Mais faut-il considérer, comme l'ont fait des historiens, comme le font souvent des commentateurs, qu'en elle-même, cette mutation de la technique de reproduction des textes entraîne une mutation fondamentale, une révolution de la lecture? Peut-être pas, et je crois pour plusieurs raisons qui vont nous ramener à cette histoire de longue durée du livre. Tout d'abord, il est clair, comme je l'indiquais, que dans ses structures essentielles, le livre n'est pas bouleversé par la nouvelle technique. Gutenberg n'invente pas le livre, il n'invente même pas le codex, il invente une nouvelle manière d'inscrire les textes sur la surface des pages de ce livre qui a traversé le Moyen-Âge depuis le IIe, le IIIe ou le IVe siècle de l'ère chrétienne.
le livre avant Gutenberg comme après Gutenberg, à partir de ce moment fondateur des premiers siècles de l'ère chrétienne, reste un ouvrage dont les structures sont liées à cette forme du codex, c'est-à-dire des feuilles, quelle qu'en soit la matière, pliées, organisées en cahiers, associées dans une même reliure et découpant l'organisation des textes en pages. Il y a là une dépendance morphologique fondamentale et qui a des conséquences fortes, c'est-à-dire qu'un certain nombre de transformations dans le rapport à la culture écrite que l'on attribue spontanément au livre imprimé, en aucune manière ne lui sont liées, mais sont liées à cette forme-là particulière du livre. Pensons par exemple à tous les repères qui doivent aider la lecture, la numérotation des feuillets, des pages, des colonnes, des lignes, des versets, ou bien encore les divisions de la page entre le texte, ses glosses, ses commentaires, ses notes, ou encore les repérages, des instruments qui permettent le repérage aisé d'un fragment, d'un passage, d'un mot, c'est-à-dire les index, les tables, les concordances. Tous ces instruments sont impossibles à l'âge du rouleau dans l'Antiquité et ils ne sont pas liés à l'invention de l'imprimerie. Ils sont liés aux possibilités intellectuelles et matérielles offertes par le livre en forme codex. Plus précisément, dans un siècle après son invention, milieu du XVe, année 1530, le livre imprimé reste étroitement dépendant des formes du manuscrit du dernier âge médiéval. Il en imite à la fois les écritures, la mise en page, les dispositions, mais surtout, il est un objet qui n'est pensé comme achevé qu'à partir du moment où une main, plusieurs mains, viennent compléter ce qui est proposé par la composition typographique. La main des enlumineurs et des peintres qui peignent pour les livres de luxe les miniatures et les enluminures, mais plus modestement, la main des correcteurs qui ajoutent à la composition typographique, dans chacun des exemplaires, des titres courants, des indications marginales qu'on appelle rubriques, parce que souvent elles étaient en rouge, et des ponctuations qui scandent le texte. Et cette attente d'une main qui dépose une peinture ou une écriture dans la composition typographique est sans doute le trait de dépendance le plus fort par rapport au livre manuscrit. Elle survivra à travers la pratique des annotations marginales que le lecteur lui-même vient, annotation ou soulignement ou quelque indication que ce soit de sa lecture dans le livre lu, viendra déposer assez souvent, sinon toujours, dans le livre imprimé. On peut dire aussi que cette dépendance, elle est la dépendance des formats. Nous sommes habitués, les hommes du XVIIe, du XVIIIe siècle étaient aussi à une hiérarchie des formats des livres qui correspond à des types de discours et à des usages des livres. Cette hiérarchie se met en place dans les derniers siècles du manuscrit avec le grand folio, il libro da banco, c'est-à-dire ce livre que l'on pose sur un pupitre, sur une table, qui est livre d'études, livre d'université, mais aussi à côté de ce livre de grand format, le livre de poche, le livre qui est portable, que l'on peut avoir sur soi, le libellus, dans différentes formes de livres manuscrits, et entre ces deux extrêmes, des formats moyens, par exemple, qui sont ceux des livres manuscrits humanistes des XIVe, XVe siècles et qui accueillent les nouveautés littéraires ou les textes classiques établis, édités par l'érudition humaniste. On a là donc des continuités qui sont structurales, formelles, typologiques. On a aussi une autre raison de ne pas placer avec l'invention de Gutenberg une rupture décisive, une discontinuité radicale. Si l'on se tourne en effet du côté des pratiques de lecture, on a pu marquer comment il y a toujours une autonomie des histoires les unes par rapport aux autres.
C'est-à-dire que les mutations fondamentales dans les pratiques de lecture ne sont pas liées à cette transformation technique dans la modalité de reproduction du texte. La mutation fondamentale de très longue durée qui traverse l'ancien Moyen-Âge, c'est la mutation qui fait que des lecteurs de plus en plus nombreux sont capables de lire comme nous lisons, c'est-à-dire par les yeux, visuellement, silencieusement. En tous les cas, sans la nécessité de dire à voix haute ou basse le texte pour le comprendre, ce qui est différent du problème de la lecture à haute voix pour les autres, c'est-à-dire ici de la lecture à haute voix qui transmet le texte des alphabétisés aux analphabètes, ou de la lecture à haute voix qui est une forme de publication des textes à l'université, dans les cours, ou encore la lecture à haute voix qui est une forme de sociabilité autour de l'écrit. Ici, c'est la question de l'oralisation pour soi-même, pour la compréhension du texte. L'histoire de cette possibilité d'une lecture silencieuse, qui n'est plus d'oralisation, haute ou basse, est une histoire de très longue durée. On peut en discuter les ruptures, mais en gros, elle suit tout de même une progression qui irait des milieux monastiques des copistes dans le haut Moyen-Âge, en particulier anglais, britannique, français du Nord, pour ensuite s'installer comme la pratique dominante de la lecture dans le monde des écoles et des universités, les XIIe, XIIIe, XIVe siècles, et qui rend possible ou nécessaire la forme nouvelle du grand manuscrit scolastique avec le texte au centre et des gloses qui l'enserrent sur l'ensemble de ses côtés, ou parfois simplement sur deux de ses côtés, et des gloses aux gloses, dont une organisation du texte qui suppose évidemment une lecture analytique qui puisse passer rapidement d'un texte à l'autre par le système de relations qui les unit. Et ensuite s'installe dans les aristocraties laïques, dans le milieu des cours, des administrations de la fin du Moyen-Âge, des XIVe et XVe siècles. Et on pourrait poursuivre la trajectoire en pensant les progrès de l'alphabétisation ou de la scolarisation de l'âge moderne, non seulement comme l'entrée dans la culture écrite de populations plus nombreuses, mais comme l'inculcation et l'incorporation chez ces lecteurs d'une capacité à lire silencieusement, une preuve à contrario étant qu'au terme de ce processus, l'impossibilité de lire silencieusement, qui était le sort commun de la plupart des lettrés dans le haut Moyen-Âge, devient le signe même de l'illettrisme dans les sociétés contemporaines. On voit donc que là, cette histoire de longue durée de la lecture est indépendante de la mutation technique qui marque la transformation de reproduction des textes au milieu du XVe siècle. Elle est aussi liée le plus fortement, comme une de ses matrices, à la transformation des fonctions que l'on assigne à l'écrit dans les sociétés. Et il ne faut pas être, je crois, uniquement attaché au repérage des mutations techniques et de leurs effets, mais aussi à des transformations qui sont dans l'ordre des usages attendus de la culture écrite et qui peuvent non pas être la conséquence des mutations des formes ou des techniques, mais leur raison. Et ici, la grande opposition serait sans doute entre cet usage de l'écrit qui est un usage conservatoire, de mémoire, de dévotion ou de justification, et qui est l'usage de l'écrit au sein d'une culture monastique qui est fondamentalement une culture de l'écriture, mais de l'écrit qui doit être inscription de la parole divine ou justification des droits de telle ou telle institution, à ce basculement du Moyen-Âge central, qui est une culture scolastique de la lecture, c'est-à-dire ici le livre doté d'un statut à la fois d'objet et d'instrument du travail de connaissance. Quel que soit le moteur de cette évolution, il est clair que c'est une révolution importante, que cette révolution de la lecture silencieuse, parce qu'elle transforme la relation avec la culture écrite, cette relation devenant plus secrète, plus libre, plus intérieure et surtout plus experte, plus habile, plus rapide. Elle n'est pas déroutée par cette organisation complexe de la page manuscrite puis imprimée, des grands folios, et elle n'est pas déroutée par la multiplication de ces relations analytiques qui existent entre le texte et les tables, les index et l'œuvre, les textes et ses différents commentaires, depuis la glose médiévale jusqu'à la note en bas de page,
telle qu'elle s'invente fondamentalement à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Et cette capacité, cette compétence à lire silencieusement est aussi une manière de procurer et de produire des pluralités de lecture des mêmes livres, lus en silence pour soi-même, lus à haute voix pour les autres, lus en silence dans la retraite du cabinet, de l'oratoire, de la bibliothèque, ou lus à haute voix lorsque le rituel ou la sociabilité l'exige. On voit qu'ici, on a une révolution du lire qui précède cette révolution du livre, si on entend l'invention de Gutenberg comme une révolution du livre, puisque pour les lecteurs lettrés, clercs d'église ou notables laïcs, cette capacité est acquise très antérieurement à la mi-XVe siècle. Il ne faut donc pas imputer trop rapidement à une innovation technique des transformations dans le rapport à l'écrit. Je voudrais juste dire un mot d'un thème que je ne traiterai pas, qui est dans ce face-à-face entre le XVe et le XXe siècle, penser qu'il existe aussi des mutations profondes du livre, donc des révolutions de l'objet, alors même qu'une stabilité des conditions techniques de sa production ou des formes matérielles de son existence reste forte. Ce serait la discussion que l'on pourrait mener sur le XVIIIe siècle, où vous savez qu'un thème classique des contemporains, repris en charge par les historiens, était le constat d'une révolution de la lecture, comme si au XVIIIe siècle, la lecture était perçue comme ayant envahi tous les temps, tous les lieux, toutes les occupations. Et il serait facile de multiplier des classes de textes, descriptions des villes, discours médicaux, discours philosophiques, ou de multiplier les représentations par l'image qui donnent à voir cette omniprésence du livre et donc cet engouement, enthousiasme que souvent un vocabulaire médical décrit comme une fièvre ou comme une véritable maladie ou maladie individuelle ou épidémie sociale autour de la lecture. Et une discussion s'est ouverte pour savoir, d'une part, si on pouvait qualifier un certain nombre de transformations des pratiques de lecture au XVIIIe siècle comme une révolution de la lecture, et d'autre part, dans le cas où l'on maintient cette caractérisation dans un moment où rien ne change dans la technique de production de l'imprimé, quels en seraient les supports. Il est clair que même si on doit nuancer considérablement les mutations dans l'ordre de la lecture et peut-être être réticent devant une caractérisation comme celle de révolution, puisque la manière de la penser était d'opposer un style ancien de lecture dans lequel les lecteurs étaient confrontés à des répertoires de textes étroits, de longue durée, mémorisés, su par cœur et récité, et où la lecture gardait, même lorsqu'elle était dans l'ordre du laïque et du séculier, quelque chose d'un acte de révérence à l'autorité, ont été opposés à cette modalité ancienne de la lecture, une modalité moderne, née au XVIIIe siècle, et qui était cette lecture qui dévorait les textes, qui s'attachait à la nouveauté, qui lisait avec une attitude critique, qui abandonnait cette révérence ou cette relation de référence par rapport à la culture écrite. Alors beaucoup d'historiens ont montré que cette opposition était trop simple, puisque dans ce moment du XVIIIe siècle, supposé comme celui d'une nouvelle pratique de lecture désinvolte et libre, c'est le moment même où certains genres littéraires, par exemple le roman dans ses nouvelles formes, Richardson, Bernardin de Saint-Pierre, Rousseau, Goethe, imposaient, proposaient et de fait était approprié selon des modalités de lecture qui étaient tout inverses, c'est-à-dire une présence du lecteur dans le texte présent dans le lecteur, le roman lu, relu, su par cœur, récité, investissant
la totalité de l'affectivité, définissant une relation au texte sur le modèle de celle que Don Quichotte entretient avec les livres des romans de chevalerie. Et d'autre part, à l'inverse, il est clair qu'on peut identifier dans la culture humaniste des XIVe, XVIe siècles des modalités de lecture qui sont des modalités d'une lecture qui multiplie les livres lus, qui va d'un texte à l'autre, qui développe une attitude de distance critique. Donc, cette opposition en diptyque ne rend pas compte, n'épuise pas la complexité des pratiques ni au XVIIIe siècle, ni dans les siècles antérieurs. En revanche, ce qui reste important et plus directement lié à notre propos de ce soir, c'est que des mutations importantes peuvent advenir à l'intérieur d'une stabilité des modalités politiques, censure, et des modalités techniques, imprimerie d'Ancien Régime, qui gouvernent la production du livre. Et ces mutations, à l'intérieur de la stabilité, peuvent porter tout à la fois sur les objets eux-mêmes. Le XVIIIe siècle voit le moment de diffusion large, profonde, des livres de petit format, indus, inces, c'est-à-dire les livres que l'on peut avoir sur soi, que l'on peut lire en marchant, que l'on peut avoir durant le voyage, le livre qui n'a plus besoin d'être posé pour être lu, qui peut même être tenu d'une seule main et qui permet ce rapport plus immédiat, plus familier, plus intime avec le texte lu. Ou bien on peut montrer que la culture imprimée ne se réduit pas au livre. Le titre que l'on proposait ici, tout à fait justement, était la passé et futur du livre, mais la culture de l'écrit est loin d'être réductible à cette forme particulière d'objet. Le XVIIIe siècle multiplie, en Allemagne, en Angleterre, en France, les périodiques et des périodiques qui sont d'un contenu nouveau, puisqu'ils peuvent être des périodiques de critique littéraire, ils peuvent être des journaux moraux, ils peuvent être des forums d'une discussion critique, ils peuvent prendre en charge le projet même des Lumières. C'est une transformation radicale des pratiques de lecture, au moins dans le monde des élites et des notables, que d'être confronté à ce nouveau support qui a des fins et des formes différentes de celles du livre. Ou encore, les mutations peuvent être des mutations dans l'ordre de l'accès au livre. Jusqu'au XVIIIe siècle, le mode d'accès sont ou bien l'achat du livre, ou bien le prêt, ou éventuellement, pour une toute petite élite, l'entrée dans une bibliothèque particulière transformée en un lieu accueillant des lecteurs qui ne sont pas le propriétaire. Le XVIIIe siècle voit l'invention de deux formes d'accès au livre où l'on peut lire sans payer ou sans être membre de cette élite qui a accès aux collections particulières, incluses celles du roi. C'est-à-dire d'un côté les librairies qui non seulement vendent mais prêtent contre une souscription les livres et qui donc prolongent le commerce du livre par les prêts du livre, ce que l'on appelle en France en général cabinet littéraire ou en anglais circulating libraries, ou d'autre part des sociétés d'individus qui se réunissent pour mettre en commun des ressources pour acheter des livres qui pourront circuler entre les lecteurs. Donc, la construction de sociétés de lecture, nommées en général en France sociétés chambres de lecture, en Allemagne Lesegesellschaften, et en Angleterre subscription libraries ou book clubs, et qui est une manière ici de rendre un accès possible au livre qui n'est pas lié au geste de l'achat individuel, ce qui va représenter aussi pour l'activité de la librairie un marché important, puisque, évidemment, ces ressources mises en commun ou ces livres prêtés par les libraires pourront être ceux que les particuliers, sauf les plus riches, ne peuvent acheter, les grandes collections multivolumes, les encyclopédies ou éventuellement les souscriptions d'un haut prix à certains périodiques. En ce sens-là, on voit que, pour compliquer les approches, qu'une mutation, appelons-la révolution ou non, peu importe, peut advenir à l'intérieur même d'un moment où
la stabilité technique est forte. Entrer dans un atelier à la fin du XVIIIe siècle, c'est entrer dans un lieu qui est très semblable dans ces machines ou dans les opérations du travail, à cette imprimerie dans laquelle Don Quichotte entre dans le 62e chapitre de la seconde partie du Quichotte, ou bien entrer dans une librairie de la fin du XVe siècle. Et d'autre part, sauf en Angleterre, où l'impression n'est plus soumise, enfin l'imprimerie n'est plus soumise à une censure préalable à partir de la fin du XVIIe siècle, 1695, partout ailleurs, le régime de la censure impose les mêmes contrôles préalables sur la production imprimée et du coup produit les mêmes formes de clandestinité qui évitent pour les livres qui seraient jugés comme impossibles à publier sous privilège ou permission de l'État ou de l'Église, une circulation de ces textes. On est donc dans un monde de stabilité et où pourtant des mutations fondamentales adviennent. Alors, à partir de ces deux exemples, je terminerai cette conférence par une réflexion sur le présent. C'est peut-être celle que vous attendez le plus, c'est évidemment celle pour laquelle je me sens le moins armé. La première chose à mettre en place, je crois, c'est d'abord cette distance prise par rapport, d'un côté, au discours de la déploration, dont certains se sont fait les spécialistes, mourraient tout à la fois sous nos yeux les lecteurs, le livre et l'écrit. Et d'autre part, ces discours qui posent comme déjà là, déjà universel, l'entrée dans une forme d'inscription, de transmission et d'appropriation des textes qui n'aurait plus rien à voir avec le monde de l'imprimé ou le monde du manuscrit. Je crois que ces diagnostics ne sont pas tenables. D'abord parce que, pour penser au premier, dans le XXe siècle finissant et le XXIe siècle commençant, les écrans auxquels nous sommes confrontés sont des écrans qui, à l'inverse des écrans antérieurs qui portaient des images, sont des écrans qui portent des textes. Pas seulement des textes, aussi des images, aussi du son, mais fondamentalement des textes. Et l'ancienne opposition qui avait fait le succès des thèses de McLuhan, d'un côté l'écrit, le livre, la lecture, de l'autre l'écran, l'image, le spectacle, est une opposition qui n'a plus de raison, puisque les écrans qui sont les nôtres maintenant sont des écrans qui proposent un nouveau support pour la transmission de la culture écrite et possiblement pour une forme nouvelle de livre. De là, je crois, ce lien assez paradoxal qui doit être établi aujourd'hui et analysé entre, d'un côté, cette prolifération de l'écrit dans nos sociétés à une échelle qui est absolument inédite, et de l'autre côté, cette thématique obsédante de la disparition du livre et de la mort du lecteur. Comment comprendre ce lien paradoxal ? Sans doute peut-être en jetant un regard en arrière, mais pas sur les 2 siècles dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, 18e et 15e siècle, mais beaucoup plus lointain. Je rappelais pour commencer que dans l'Antiquité grecque et latine, il y avait des livres, et de nombreux livres, mais que ces livres avaient une forme qui était toute différente de celle du codex, puisque le rouleau interdisait des gestes qui nous sont devenus ordinaires, mais qui étaient déjà familiers aux lecteurs médiévaux, c'est-à-dire écrire en lisant. Vous ne pouvez pas écrire en lisant un rouleau de l'Antiquité, puisque ou bien vous lisez et les 2 mains sont mobilisées pour tenir les supports autour duquel le rouleau s'enroule et se déroule, ou bien vous voulez écrire, mais à ce moment-là, le rouleau est fermé. Donc, ce geste si ordinaire des techniques intellectuelles, lire et écrire, est un geste impossible aux lecteurs de l'Antiquité, ce qui explique sans doute l'importance de la dictée des textes en même temps qu'une lecture s'opère, mais qui suppose une délégation de l'écriture à quelqu'un qui écrit pour vous. Ou bien vous ne pouvez pas feuilleter, le mot même indique que pour feuilleter un livre, il faut qu'il ait des feuillets. Il n'y a pas de feuillets dans un rouleau, il y a des fragments textuels en colonnes qui apparaissent successivement devant l'œil du lecteur à partir du moment où il déroule le volumen ou rouleau.
ou bien vous ne pouvez pas repérer aisément un passage particulier. Celui-ci suppose les instruments que j'indiquais tout à l'heure, les relations analytiques entre une table, un index d'une part, et une pagination ou une foliotation qui vous fait repérer dans cette relation analytique le passage dont vous voulez retrouver la lettre. À partir de ce moment-là, on voit que la révolution du codex, c'est-à-dire de proposer un type de livre avec lequel il est possible de lire en écrivant, dans lequel il est possible de repérer aisément des textes, un type d'objet par rapport auquel le corps prend une première distance. Il est moins totalement mobilisé que dans le cas de la lecture du rouleau. Cela instaura entre le IIe, le IIIe et le IVe siècle un rapport inédit, nouveau à la culture écrite. Alors devons-nous penser que nous sommes plutôt dans une situation qui serait celle des premiers siècles de la chrétienne que celle du XVe siècle? Je le crois, puisque la révolution du texte électronique n'est pas simplement, comme celle de Gutenberg, une révolution de la technique de reproduction des textes. Elle l'est, mais elle n'est pas seulement cela. Elle est beaucoup plus fondamentalement une révolution des structures du support de l'écrit et de l'organisation même de la textualité sur un nouveau support qui est la surface lisible de l'écran de l'ordinateur. Je reviendrai sur ce point parce qu'il doit nous amener peut-être à bannir la comparaison trop facile entre le texte électronique et le texte imprimé pour nous amener à réfléchir avec cette autre révolution moins souvent commentée et moins souvent connue, qui est celle de l'invention du livre en forme codex, et d'autre part, elle doit nous amener à réfléchir sur les effets par rapport à l'ordre des discours de cette nouvelle forme de leur inscription, transmission et appropriation. Par rapport au diagnostic qui marque que nous sommes d'ores et déjà dans ce nouveau monde universellement partagé, je crois que le point essentiel est évidemment, à échelle de notre propre perception, de marquer que le plus probable sera la coexistence, pas forcément pacifique, mais la coexistence entre ces deux formes du texte, électronique et imprimé, mais au-delà des trois formes de l'inscription et de la communication de l'écrit, l'écriture manuscrite, la publication imprimée, la textualité électronique. Cette hypothèse, au moins pour une moyenne projection, me paraît plus raisonnable que celle qui est liée à cette figure utopique de la substitution d'une textualité à toutes les autres. Alors si on admet cette hypothèse, ce qu'il nous faut réfléchir, ce serait les effets sur la forme de construction et de réception des discours de la modalité électronique. Il y a un domaine pour lequel je ne pourrais le faire, et qui est celui des transformations des formes de fiction par l'écriture électronique et, d'autre part, la transmission électronique, soit sur des sites d'écrivains, soit par des éditions électroniques des textes. Quelles sont les potentialités ouvertes à l'écriture de fiction par cette nouvelle modalité d'inscription, c'est-à-dire dans le rapport au lecteur ou dans le jeu avec les formes et l'écrit. Je réfléchirai plutôt sur ce qui m'est plus proche, c'est-à-dire sur les discours de savoir, et en particulier historiques. Ce qui me paraît essentiel, et la réflexion avait été ouverte par un article de Robert Downton, grand historien du livre du XVIIIe siècle, qui avait été publié d'abord dans le New York Review of Books et ensuite traduit dans le Débat et qui avait donné lieu à discussion. Ce qui a été ouvert comme discussion, c'est deux aspects. D'une part, quelles sont les possibilités pour l'organisation d'une démonstration offerte par la textualité électronique, c'est-à-dire la possibilité d'organiser un raisonnement démonstratif, non pas uniquement selon la modalité linéaire, séquentielle et déductive qui est celle de l'écrit dans toutes ses formes antérieures, manuscrite ou imprimée, mais selon cette logique éclatée, disséminée, dispersée, qui introduit de la simultanéité et qui est celle qui est permise par le lien
qui est la donnée essentielle de la textualité électronique. Et la philosophie, la logique, peut-être bientôt le droit, réfléchissent sur cette transformation de l'organisation de la démonstration, du raisonnement, à partir du moment où elle est possible à travers des formes qui ne sont plus directement liées à la linéarité. D'autre part, quelle est la transformation de la position du lecteur par rapport à ce qui lui est donné à lire et à accepter? Je crois ici que l'on voit une transformation radicale dans la textualité électronique de tout ce qui étaient les critères d'accréditation d'un discours, c'est-à-dire les notes en bas de page qui renvoyaient à des documents cités, ou bien des fragments des textes analysés sous la forme de citations. Chaque fois, les possibilités offertes au lecteur restaient limitées. Le lecteur des textes commentés ne pouvait lire que des extraits, citations, et à moins d'avoir une patience et un temps infini, il ne refaisait pas le chemin de recherche qu'indiquaient les références aux sources d'archives ou de bibliothèques. À partir du moment où ces documents, en totalité ou en partie, acquièrent une existence numérique, ils peuvent être convoqués par le lecteur comme ils ont été consultés par l'auteur. Et à partir de ce moment-là, les critères même de la vérification, de la preuve proposée, preuve acceptée, sont transformés. Et Darnton lui-même, après cet essai, avait donné un exemple en publiant le même article deux fois, d'une part en forme électronique, d'autre part en forme imprimée. C'est un article qui porte sur la chanson à Paris comme support, instrument de la constitution d'une opinion publique, critique, contre l'aristocratie, la cour, la reine ou la favorite du roi. Et on voit la différence, c'est-à-dire que le site électronique de l'American Historical Association, sur lequel vous pouvez lire cet article, propose au lecteur de la démonstration de Darnton à la fois les textes qui sont son objet, parce qu'ils ont été numérisés, et propose même d'entendre, d'écouter les chansons parce qu'elles ont été enregistrées par Hélène Delaveau avec les textes tels qu'on les rencontre dans les archives de la Bastille et avec des airs qui étaient ceux qui étaient indiqués sur ces textes. On voit que la relation de lecture, la modalité d'accréditation, le critère de validation se modifie. À partir de là, je crois que ce qu'il nous faut aussi penser, ce n'est pas simplement ou seulement ces possibilités offertes à qui écrit et à qui lit, mais c'est aussi, et peut-être pour ne pas donner dans une sorte d'utopie de la mutation de l'écrit, qui serait ouverture de possibilités illimitées, c'est aussi de réfléchir sur les mise en question de nos catégories et de nos critères telles qu'elles s'opèrent dans cette textualité. Je parlais, pour commencer, de notre ordre des discours. C'est un ordre dans lequel chacun a incorporé un système de perception de la culture écrite qui identifie des objets différents les uns des autres, la lettre manuscrite, le journal, le livre, le périodique, une archive, et qui lie à ces objets des catégories de textes investis d'usages particuliers. Et il y a un ordre des discours construit sur cette association entre des matérialités écrites différentes et des contenus textuels investis d'usages divers. La textualité électronique efface cet ordre des discours. D'abord parce qu'il n'y a plus qu'un seul objet, qui est l'ordinateur et son écran porteur de tous les textes. Et d'autre part parce que ces textes sont donnés dans une forme de continuité textuelle, ne fût-ce que dans leurs apparences, qui le plus souvent relèvent des décisions du lecteur et qui unifient, qui rend identiques les uns aux autres dans leur forme sur cette unique surface les différents textes. Je crois qu'il y a là une conséquence forte qui est de doter d'un statut d'équivalence ces différentes textualités, toutes convoyées par le même support et toutes données
dans des formes identiques. Et les conséquences de cette équivalence généralisée, de ce que j'appelle ce continuum textuel, ne sont pas minces, d'une part, sur le brouillage des catégories ou des perceptions qui permettaient de distinguer, classer, différencier les textes, et elles ne sont pas minces non plus sur l'identification de leur autorité différente. Les uns investis d'un poids d'autorité parce que liés à une évaluation scientifique ou liés à des séries de contrôles et de garanties, et les autres dépourvus de cette autorité. Un exemple est très frappant, c'est dans le livre de Daniel Schneiderman, publié récemment, Les folies d'Internet. C'était l'exemple d'une situation dans laquelle quelqu'un, supposons un élève, doit chercher sur Internet une information, une documentation sur l'Holocauste, la Shoah. S'il cherche cette documentation dans le monde de l'imprimé, ce système que je décris va le conduire à des sources d'informations qui, à tort ou à raison, mais en général à raison, sont dotées d'un certain poids de véridiction ou d'autorité. Encyclopédies, livres d'histoire, numéros de revues ou de journaux qui ont un statut établi. Si la recherche se fait sur Internet avec un moteur de recherche en cherchant à Holocauste, ce qui arrive dans l'immense majorité des textes proposés, ce sont les textes des sites négationnistes, c'est-à-dire une information qui n'en est pas une et qui est en fait une propagande falsificatrice déguisée sous les apparences d'une autorité scientifique. Et on voit qu'on a là deux situations. Le problème qui est donc du coup posé, c'est non pas de se détourner des possibilités offertes par la textualité électronique, mais c'est de penser à quelles conditions des critères d'identification des différences entre les textes, et en particulier dans leur statut d'autorité, est possible, et à travers quel dispositif technique. Et l'on entre là dans une discussion qui me paraît importante et qui est, je terminerai avec un ou deux points de ce type, qui est la discussion sur est-ce que le monde numérique tel que nous le connaissons est le monde numérique de demain. J'en suis pas tout à fait sûr, pour deux raisons. La première, c'est que paradoxalement, vont dans le même sens les exigences des éditeurs qui, s'ils éditent des textes électroniquement, réclament à juste droit une rémunération ou un profit pour ce travail éditorial, les exigences d'une organisation de cette textualité qui permet d'identifier les textes qui ont été soumis à une garantie, quelle qu'elle soit, autorité scientifique, autorité éditoriale, et finalement, dans un sens, les désirs des auteurs qui peuvent attendre une rémunération aussi légitime depuis la fondation du copyright. Il en va ainsi de l'écriture pour les textes qu'ils vont publier électroniquement. Ces intérêts différents, peut-être divergents parfois, confluent pour faire que dans le monde de la textualité électronique, le seul modèle pensable n'est pas celui du web, n'est pas celui de l'Internet, c'est-à-dire d'une communication libre, gratuite, de textes mobiles, malléables et ouverts, mais devient le modèle d'une communication de textes fermés, fixés, identifiables comme une œuvre, et donc du coup susceptible d'une application du copyright, d'une application du droit d'auteur économique ou moral, d'un profit attendu par une activité éditoriale et qui reconstitue de ce fait une hiérarchie des discours, un ordre des discours. À partir de là, on voit que peut-être, je ne sais, l'avenir du monde numérique, ce serait cet avenir entre deux types de textualité, celle de l'Internet et celle de l'édition électronique, peut-être aussi portée par deux types d'objets différents. D'un côté, pour le premier monde, le monde des ordinateurs tels que nous les connaissons, PC ou portables, et de l'autre côté, ce monde des e-books, qui ne sont en aucune manière des livres, qui peuvent être des bibliothèques ou des agendas, mais qui ont cette spécificité qui est de faire qu'une fois un texte chargé sur le e-book parce qu'il a été payé à un éditeur, le texte n'est ni copiable, ni transférable, ni possiblement imprimé.
On a donc là une textualité électronique qui pourrait s'organiser autour de ce partage avec les mêmes ambiguïtés dans ce partage que celles que l'on rencontrait dans la culture imprimée, entre d'un côté les exigences éclairées d'un bien public textuel et de l'autre côté les exigences qui sont celles des profits ou des droits qui doivent être respectés. La deuxième raison, c'est qu'il n'est pas si sûr que dans l'avenir, la transmission des textes électroniques soit nécessairement liée, comme elle l'est pour nous, avec l'ordinateur. Les recherches les plus récentes, en particulier de chercheurs du MIT à Cambridge, Massachusetts, est de pousser dans le sens de la dissociation entre la diffusion des textes électroniques et l'objet ordinateur, c'est-à-dire de penser à des papiers ou des encres, les mots sont les nôtres, mais pour désigner une réalité peut-être autre, qui, apposés sur n'importe quelle surface, peuvent permettre, à condition qu'il y ait un microprocesseur qui charge cette surface avec des textes, ou bien qu'il y ait la possibilité de la connecter sur Internet, qui peuvent donner à lire des textes électroniques tout à fait séparément de l'objet ordinateur. Parce que ce support peut être sur un livre dans la forme telle que nous la connaissons, ou peut-être sur un écran dans une pièce, ou pourrait être sur ma veste et sur n'importe quelle surface. On a là donc, on ne peut pas enfermer le discours sur l'avenir de la textualité électronique dans les catégories et les objets que nous connaissons. Alors, le mot de la fin, ce serait de dire que par rapport à ces deux discours que j'évoquais tout à l'heure, déploration nostalgique et enthousiasme utopique, le vrai problème, il est un problème qui nous ramène à un texte qu'avait écrit Walter Benjamin en 1936 lorsqu'il s'interrogeait sur les effets sur les œuvres d'art de leur reproduction mécanique par la photographie, par le cinéma, avant par la gravure. Et une des conclusions de cet essai magnifique et classique, c'était de dire qu'il n'y a pas de signification intrinsèque des techniques, qu'en elles-mêmes, elles ne portent pas de sens. Leur sens leur vient de ce que les sociétés en font, c'est-à-dire de ce que les transactions, négociations, conflits, affrontements qui traversent des intérêts contradictoires dans les sociétés font de ces techniques. Je crois que la remarque a une importance tout à fait capitale par rapport à la technologie électronique, à cette nouvelle forme du livre. Si l'on arrive à stabiliser une identité livresque dans le monde de la continuité du texte électronique, cette remarque a une importance dans la mesure où elle doit mettre en garde, d'une part, contre l'idée que l'on pourrait nier cette mutation technique. Les mutations techniques ni se décident ni se nient, elles sont. De l'autre côté, qu'elle met en garde aussi contre ce discours partagé à la fois par l'utopie et les marchands sur l'immédiateté, l'universalité de l'accès au savoir que représente l'entrée dans le monde de la textualité électronique. Elle montre que ce qui est le plus fondamental, c'est ce que collectivement, dans ces rapports qui existent entre les pouvoirs et les citoyens, entre des intérêts divergents ou convergents, s'inventent des usages. Et c'est pourquoi je terminerai en disant que finalement, pour le meilleur ou pour le pire, ce qui est l'avenir promis par cette nouvelle technologie, substituée à ou concurrente de celle que nous connaissons, cet avenir promis, il est ce que collectivement nous saurons en faire. Merci. J'ai vu l'autre jour, je ne sais plus si c'est 7 millions ou 6 millions, c'est pas 1 million près, un chinchilla qui est vendu, s'il se vend, c'est qu'on l'achète. N'est-ce pas, c'est cette cape en fourrure. Vous parliez de la dissociation de l'informatique, déjà avec le numérique, il y a une révolution. Alors, M. Jackson, je crois, au MIT, a inventé il y a 15 ans
un système d'édition électronique qui permet de faire l'enseignement soi-même. Prendre des cours au Japon ou aux États-Unis, à Stanford, etc. Et ça permet de faire ses livres soi-même, immédiatement imprimés avec les systèmes actuels, et alors en faire ses études soi-même. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, le professeur aura un autre rôle, qui est de conseiller, de diriger, comme au CNRS, puisqu'il y a un grand trou au CNRS entre les gens de 40 ans et de 70, eh bien, la grande préoccupation, ce n'est pas d'avoir de l'argent, c'est de pouvoir trouver un moyen de diriger les jeunes chercheurs. Voilà, alors, je m'arrête là. Que pensez-vous de tout ce système-là? C'est un peu ce que vous nous avez expliqué, d'ailleurs, n'est-ce pas? Oui, c'était un des thèmes, d'ailleurs, d'un colloque auquel j'ai participé hier dans le cadre de ce salon de l'éducation qui se tient en ce moment porte de Versailles, puisqu'il y avait une réflexion sur ce qu'on appelle e-education en anglais, donc l'éducation électronique, et que vous évoquez, avec cette double figure, l'une qui serait une éducation qui est uniquement une éducation à distance, et il y a déjà des campus numériques, les Open Universities, par exemple en Angleterre, ont développé cela, et où finalement le processus éducatif est ce rapport que l'on pense dialogique et didactique avec ce qui est les propositions de l'écrit transformé électroniquement. Ou bien, et donc du coup, à terme, il y avait un discours que je rangerais volontiers du côté des tentations utopistes de M. Michel Serrière, qui posait cela comme un avenir à la fois nécessaire et inéluctable de cette substitution des lieux éducatifs par ce non-lieu qui est la transmission électronique. Je dois dire que la plupart ou la dominante de la réflexion sur ce sujet irait dans un autre sens, qui est le sens de l'inscription à l'intérieur de formes éducatives plus classiques, des ressources promises, permises par la textualité électronique. Parce que dans le premier cas, il y a un premier problème qui est celui de la certification de cette éducation. Comment s'organise une vérification des connaissances et une distribution des diplômes qui leur correspondent. Il y a là une première difficulté qui est posée, qui est peut-être dépassée, mais qui à l'heure actuelle dans les systèmes éducatifs est réelle. Mais au-delà de cela, contre peut-être cette illusion, il y a la perspective selon laquelle l'acte de transmission du savoir, tel qu'on l'entend peut-être depuis la Grèce ancienne, est un acte qui suppose aussi, au moins dans certains de ces moments et de ces modalités, une présence, un rapport dialogique entre un enseignant ou un enseigné, ou des enseignés, ou des enseignants et des enseignés. Et à partir de ce moment-là, beaucoup, mais ce n'est pas mon domaine de réflexion, beaucoup de pédagogues, je pensais à un discours qu'avait fait Emilia Ferreiro d'un congrès récemment des éditeurs, rappelait que l'installation de l'ordinateur dans chaque classe et l'accès à l'Internet pour chacun des élèves, ce qui est déjà une figure largement utopique lorsqu'on sait que ces techniques ne sont pas sans coût et lorsqu'on connaît les inégalités économiques profondes qui divisent la planète, mais à supposer même que cette distribution universelle soit possible, elle faisait remarquer que cette présence-là ne résolvait pas en elle-même les difficultés cognitives de l'apprentissage du lire et de l'écrire. Et elle remettait, enfin, elle liait la possibilité de dépasser ces difficultés ou de les surmonter à ce jeu de dialectique qui pouvait exister entre des propositions faites à travers cette nouvelle forme de distribution de l'écrit et d'autre part un rôle plus classique de la relation entre maître et élève. Donc je crois que le diagnostic, c'est un peu
sur un point précis que je voudrais transmettre dans cette conférence. Le diagnostic est un diagnostic qui est chaque fois marqué par la nuance, l'incertitude, l'équilibre ou le déséquilibre entre des formes différentes, au moins si l'on raisonne dans une durée qui nous est pensable et accessible. Et donc je pense que ce que vous dites est tout à fait intéressant. À l'heure actuelle, a plus de chances de devenir un support et une ressource à l'intérieur de formes modifiées, mais déjà là, des modes de la transmission pédagogique, que d'être pensé comme une alternative et encore moins peut-être une substitution. Je pense que c'était un peu ce qui ressortait hier de cette réflexion qui avait été incitée par les différents, enfin non seulement les ministres français de l'Éducation et de la Recherche, mais aussi les ministres de la communauté européenne. Une question sur ce côté-là, monsieur. La question que je vais vous poser est la suivante. Quand on fait un travail bibliographique, c'est-à-dire que l'on a une quarantaine de bouquins répartis dans une pièce et que le chercheur ou le lecteur passe de l'un à l'autre, quid de ce problème en présence d'un écran unique que nous donne le travail informatique? Est-ce qu'on ne va pas tomber dans une impasse? La réponse serait d'un côté qu'on vous dirait que si j'étais un plus fervent, enthousiaste et utopiste face à la technique électronique, la réponse serait que si ces livres ont vu leur texte numérisé sur l'écran, votre recherche à travers de différents dispositifs de recherche en serait facilitée. Et l'apparition sur l'écran de ce que vous cherchez comme fragment, comme citation, comme référence dans tel ou tel pourrait être une opération plus légère du point de vue matériel et peut-être plus rapide du point de vue du temps. Je pense qu'il y a peut-être des limites à cette réponse. D'abord parce que, me semble-t-il, là, la situation que vous décrivez, qui peut être aussi pensée comme une situation de recherche en bibliothèque, est pas privée, mais une bibliothèque publique, et par exemple dans des bibliothèques américaines où on peut aller souvent sur les rayons eux-mêmes, fait que dans cette relation-là avec le texte écrit, il y a une présence de la mémoire du livre, une présence de la matérialité des objets qui fonctionnent comme autant de repères. Tout le monde a l'expérience de se souvenir que c'est dans telle page et dans tel livre que se rencontrera telle chose, sans même avoir une idée précise ni de la numérotation de cette page, ni de la disposition du texte, sinon par un effet visuel qui s'est inscrit dans la mémoire. Et d'autre part, je crois que pour quiconque travaillerait avec des textes qui seraient des textes dans des éditions anciennes, du XVIIe, du XVIIIe, voire du XIXe siècle, la matérialité même de l'objet importe. Et la textualité électronique, si elle peut numériser le texte, n'est pas capable de restituer cette matérialité. Elle peut en donner des images approchées lorsque, par exemple, des textes anciens, des livres anciens ont été numérisés en format image et où la page apparaîtrait dans une relation de proximité avec la page originale relativement forte. Mais même dans les modalités qui donnent une troisième dimension, c'est-à-dire qui donnent une sorte de profondeur, de volume à la représentation des objets sur l'écran, il n'y a pas la possibilité de restituer ni l'exactitude du format, ni même ce qu'est cet acte de feuilleté, cet acte du parcours dans l'épaisseur du livre. Donc je crois qu'il faut à la fois penser que l'on doit mobiliser les ressources nouvelles, des recherches facilitées, parce que par exemple, si vous cherchez dans des catalogues numérisés à partir d'un titre ou d'un nom d'auteur, il est tout à fait réel que la recherche ira plus vite et sera plus exhaustive. En revanche, pour d'autres usages,
c'est-à-dire ceux qui ne sont pas simplement une recherche bibliographique de ce type-là, mais qui sont des recherches d'identification des textes et de compréhension de ces textes sur leur support premier, je crois qu'il y a là une limite presque infranchissable de la représentation électronique des textes. Et c'est cette tension qui me paraît définir une juste relation, qui n'est ni de négation, ni d'enthousiasme. Une dernière question. Monsieur, levez-vous, s'il vous plaît. Oui. Oui, je vous vois. Voilà, moi je vous remercie d'ailleurs pour cet exposé qui suggère beaucoup de problèmes d'ouverture. Mais justement, j'ai l'impression que vous avez déjà en fait suggéré ma question, ou disons mon point de vue. C'est ne serait-il pas meilleur que, en fait, au lieu d'offrir des ordinateurs, que ce soit à l'école, à l'université, branchés sur Internet, oui. Parce que c'est un peu, moi, à mon avis, l'illustration de l'adage « le mieux est l'ennemi du bien », de simplement mettre du traitement de texte, éventuellement un tableur pour ceux qui veulent, mais que les gens travaillent l'écrit déjà sur ce plan-là. Parce que moi, ce que je vois, c'est avec Internet, c'est que il n'y a pas de cadre. Quand on fait une recherche, vous venez d'y répondre fort brillamment, mais il n'y a aucun cadre, donc il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de traces. Donc on bâtit sur du sable. Et puis en plus, plus on cherche, plus on perd. C'est vraiment l'illustration encore d'un autre adage. Plus on s'éloigne de l'objet recherché. Oui. Et ça, c'est une illustration sur la recherche. Mais sur le plan de l'expression écrite, je crois qu'on passe à côté d'un enjeu très important. Parce que malgré tout, la réflexion que vous avez faite, il n'y a surtout que du texte, c'est vrai, mais la tentation est grande quand même de s'en échapper. Voilà. Oui, enfin, vous m'entraînez sur des terrains qui ne sont pas vraiment mes plus familiers, puisque vous l'avez entendu, moi je travaille surtout historiquement, et c'est à partir de ce travail historique qu'on peut approcher la réflexion sur le présent. Je crois, pour l'avoir vu par exemple hier sur un film vidéo qui avait été tourné dans une classe, ou bien pour avoir eu des contacts avec des écrivains qui ont des ateliers d'écriture et qui utilisent cette technique numérique, que ce que vous dites est vrai, mais peut-être existe déjà, et que l'Internet, enfin quand on dit l'Internet dans toutes les écoles, c'est une figure un peu simplificatrice. Le danger serait qu'effectivement la présence de l'ordinateur dans l'école s'identifie à la présence uniquement de l'Internet, et non pas à ce que les ateliers d'écriture et ce qui était hier des modes de contrôle de l'acquisition de la grammaire, c'était de ça dont il s'agissait hier, des règles, du respect des règles de l'orthographe, semblait aussi pouvoir rencontrer un support. L'instituteur qui était interviewé dans cette vidéo, qui avait été faite, je crois, dans une école de Lille, disait que pour certains des élèves qui étaient en situation d'échec dans l'apprentissage de l'orthographe, le fait d'avoir ce travail de type traitement de texte, un certain nombre d'autocorrections venant automatiquement sur l'écran et avec sa présence, c'est ça qui était très important par rapport à la première question qui m'était posée, avait permis des résultats très encourageants pour certains des élèves. Donc je crois que vous avez raison de dire que les formules simplifiées sont toujours dangereuses, mais particulièrement dans ce cas-là. Parce qu'il y avait un autre exemple qui irait plutôt dans le sens de votre crainte, qui était dans une classe, et je crois de seconde ou de première, où là les élèves, comme exercice pédagogique, entraient sur l'Internet et entraient en conversation avec toutes sortes d'interlocuteurs distribués dans le monde, sur un dossier qui théoriquement portait sur les carnavals. Et il me semblait que là, la densité du contenu de savoir qui était transmise à travers ce dialogue n'était pas absolument extraordinaire. Visiblement, ils y prenaient du plaisir, ils y rencontraient des correspondants qu'ils pouvaient retrouver après pour ceux qui avaient des ordinateurs chez eux, ce qui n'était pas le cas de tous. Il ne faut jamais oublier ça. Dans les discours utopiques que l'on entend, cette universalité, il me semble qu'il y a un manque fondamental qui est la prise en conscience ou en considération des profondes inégalités du monde social, que ce soit le monde social à l'intérieur d'un pays donné, le nôtre, ou que ce soit le monde social à l'échelle de la planète. Et
penser qu'il y a là l'imposition par elle-même d'une technologie qui porte des bienfaits dans la gratuité est, à mon avis, une illusion formidable et dangereuse. Les coûts sont là et on peut dire que c'est une technique qui est peu coûteuse, mais ce n'est pas tout à fait vrai. D'ailleurs, c'est ce que montraient les représentants de l'Open University anglaise, qu'il n'y avait pas de décroissance des coûts lorsque l'on passait d'un enseignement qui a des lieux et des maîtres à un enseignement qui a des ordinateurs et des programmes. Donc il y a là alors je dis ça pour cette petite parenthèse, mais il était clair, il me semble, que ces deux expériences auraient pu vous amener à deux conclusions différentes, l'une qui était au service d'une pratique d'apprentissage et qui l'apportait, la facilitait, et l'autre qui me semblait introduire une dimension ludique dans le monde pédagogique, pourquoi pas. Mais le problème est de ne pas se tromper sur les effets que produit la dimension. Ce n'est pas que c'était mal, au contraire, ça pouvait apprendre à ces élèves-là le maniement de l'ordinateur, de l'Internet, de la relation à distance. Mais tout le problème est le statut dans le processus d'acquisition des connaissances qu'on lui donne. C'est là le risque. Ce n'est pas le fait de le faire, c'est le fait de lui attribuer des effets qu'en fait il n'a pas. Roger Chartier, je vous remercie.